On va passer sur la dernière phase. Donc, vous vous souvenez, sur les différentes étapes du pitch, on a parlé de connect, comprehend, craft and close. Donc, connecter avec son annonceur, son rendez-vous, comprendre son business via une bonne phase de questioning, potentiellement traiter les objections. On va parler de, globalement, basé sur le questioning que j'ai fait, comment est-ce que je vais rédiger une proposition commerciale, rapidement. Et la partie closing, comment est-ce que j'engage mon client, mon annonceur, pour m'assurer de ne pas le perdre jusqu'au moment où il va lancer ses campagnes. Okay, donc, on passe sur la dernière phase. Donc, je le répète, inspirez votre interlocuteur, prévoyez toujours des données marché. Pendant votre rendez-vous, ça vous aiguillera déjà dans la potentielle propale que vous allez faire et ça vous permettra d'amorcer l'annonceur dès le début. On a un petit template link, feature, bridge, benefit où en gros l'idée c'est que quasiment sur chaque phrase, on va essayer de respecter ce template. C'est un petit tips. Pas obligé de le suivre à chaque fois, mais c'est un truc qu'on essaie de faire de temps en temps. Une matrice 3 par 3, ça c'est un truc, je sais pas si... Moi j'ai fait un training de relations presse il n'y a pas très longtemps où en gros s'il y a un journaliste qui vous parle, comment organiser vos réponses. Et ce qu'on nous expliquait, c'était qu'en fait notre message clé, il faut le marteler tout le temps. Parce que les journalistes vont couper au montage. Et si on veut s'assurer que notre message clé soit passé, il faut le dire tout le temps. D'accord? Et on est sûr qu'ils ne vont pas pouvoir déformer complètement les trucs. En rendez-vous client, il ne faut pas hésiter à dire ce qu'on va lui dire, le dire et dire ce qu'on lui a dit. D'accord? Donc si vous avez une proposition de valeur clé, non, mais nous on est là pour vous aider à trouver de nouveaux clients. Je lui explique au début du rendez-vous pourquoi est-ce que je pense que je peux l'aider à faire ça. Je lui dis et à la fin je dis voilà, donc je pense que vu ce qu'on s'est dit, je pourrais vous aider à développer de nouveaux clients. Okay, tout bête, mais un réflexe à garder. On va parler un petit peu de... je ne vous donne pas le thème, on va regarder la vidéo et on va voir si vous devinez un peu le sujet. Avant que je puisse réagir, j'étais embarqué dans un camion de livraison. Et voilà comment j'ai atterri ici. Ah, c'est incroyable, hein. T'entends ça, chérie? Bah oui, c'est fou. Bon, à votre avis, c'est quoi le point que j'essaie de souligner ici? Pardon? Exactement. Donc, le storytelling. Le storytelling, j'ai pas envie d'en parler dans le sens où on veut raconter toute l'existence de notre agence, du fondateur, etc. Parce que c'est des marques comme Jack Daniels, par exemple, qui ont un patrimoine de 90 ans. Je comprends qu'ils fassent du storytelling. Nous, en tant qu'agence, c'est pas trop là où on va capitaliser. Par contre, il faut faire du storytelling avec notre annonceur sur ses clients à lui. Et nous, c'est ce qu'on fait sur la plupart de nos propositions commerciales. On ne va pas forcément lui dire il faut mettre X euros en search, X euros en display, X euros en YouTube. On va parler des micro-moments. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce truc, mais on a tendance à en mettre sur toutes les prises. On va expliquer quel est le parcours consommateur. Et on va toujours partir du parcours consommateur pour montrer à quel moment va intervenir quel levier et du coup, quelle va être la meilleure stratégie pour répondre à ses objectifs. D'accord? Et l'annonceur, on lui parle de ses clients, ça lui parle beaucoup plus que lorsqu'on lui parle de produits publicitaires. Donc, faites du storytelling autour du parcours client.
Donc, on va construire une stratégie autour de ces objectifs. On va mettre face à ces objectifs les campagnes qui vont permettre de les atteindre. Le contenu à avoir pour maximiser la performance. Vous pouvez avoir la meilleure campagne du monde si vous n'avez pas de landing page efficace ou si le site de l'annonceur, je sais pas, se charge pas sur mobile. De toute façon, votre campagne ne fonctionnera pas. Et basé là-dessus, vous allez pouvoir faire une proposition commerciale qui sera cohérente. Ici, j'ai mis un exemple de je veux faire de la génération de leads ou je veux faire de la génération de réservation. Donc, nous, on en fait beaucoup. C'est souvent comme ça qu'on construit nos présentations. Durant la phase de questioning, on va obtenir des informations telles que le CPA cible, l'objectif de conversion cible. Et du coup, on va en déduire le budget, les leviers qu'on peut mettre en place. Avec un petit peu d'expérience sur AdWords, on arrive à estimer les leads, le coût par lead par industrie ou le ROI sur tel type de site. C'est des choses qu'on arrive à avoir. Et basé là-dessus, on va estimer le budget de l'annonceur, tout simplement. Et du coup, on fait très souvent des tableaux comme ça. Voilà. Basé sur le taux de conversion que vous m'avez donné sur vos canaux d'acquisition classiques, j'ai fait une moyenne et je me rends compte que si on utilise tel levier sur tel produit, en se basant sur votre taux de conversion, et si on a le CPA cible que vous êtes fixé, on obtient des budgets de X euros et un ROI de X euros. Okay. Donc, on ne sort pas des budgets de notre chapeau. On part toujours d'un objectif pour en décliner un budget. Même chose sur du lead. Et on explique ce qu'il y a derrière les investissements. Élément très bête, mais très important, ne jamais faire une seule proposition à un annonceur. Nous, on détaillera après la psychologie du prix, mais on va toujours proposer au moins 3 plans médias différents. On ne va pas lui faire 3 plans médias identiques, mais avec des budgets différents, où on va juste réduire le budget pour chaque levier. On va proposer des dispositifs différents. Okay, donc, on peut faire un dispositif uniquement avec du search, où vous allez attaquer que le bas de funnel, donc le bas du parcours d'achat. Ou alors, si vous voulez travailler un peu plus le haut de funnel avec une stratégie sur la notoriété, on va mettre ça de budget en plus sur YouTube ou sur du display. Et si vous voulez faire de la fidélisation, troisième pricing, on va rajouter du retargeting derrière. D'accord ? Et là, l'annonceur, il voit 3 prix, mais ce n'est pas 3 prix qui veulent rien dire. Il voit 3 stratégies plus ou moins complètes. Et c'est lui qui va sélectionner la stratégie qui correspondra le plus à ses objectifs. Ou à son budget, s'il a déjà un budget prédéfini. On fait également des plans médias. C'est classique, je pense que là, je vous apprends rien. Donc du coup, sur les plans médias, on se contente de faire les splits de mois par mois ou semaine par semaine, quand on va être plus précis, entre les différents leviers. Donc vous, si vous vendez des prestations sur Facebook ou autre, en fonction du calendrier de l'annonceur, vous allez rajouter vos produits. Et on finit toujours par une belle slide avec le parcours utilisateur. Okay, donc voilà, dans tel cas de figure, là je suis sur du voyage. Il y a une partie de réflexion. J'envoie un email à ma femme parce qu'on envisage de partir en vacances. Tiens, et si on faisait du Gmail Ads. Ensuite, je lis un article sur les couchers de soleil à Fuerteventura. Je me dis, ça a l'air sympa cet endroit. Je vais faire un peu de recherche dessus. Donc là, je me positionne en paid search dessus ou en SEO. Première visite sur le site. Après, je vais potentiellement faire du display ou YouTube pour recibler les utilisateurs qui sont venus pour leur expliquer que Fuerteventura, c'est vraiment une super destination. Et s'il met encore beaucoup de temps à se décider, faire du retargeting un peu plus agressif pour le pousser à l'achat. Okay, je viens d'imaginer une stratégie en 2 secondes, ce n'est pas forcément la bonne, mais vous voyez la logique. On va essayer de comprendre le parcours conso et de lui mettre un dispositif média en face. OK ? Quand on fait des propositions commerciales, on est conservateur à la fois sur le taux de conversion, puisque généralement l'annonceur nous donne un taux de conversion qui est très souvent basé sur, généralement il a 80% de son trafic qui vient du SEO, donc il a un bon taux de conversion en SEO. Sur du média, on ne va forcément pas avoir le même, surtout s'il y a une grosse partie de display. Donc, soyez très conservateur sur les taux de conversion lorsque vous vous basez là-dessus pour faire du coup un prévisionnel de performance. Sur le CPC moyen, augmentez-le, surtout si c'est donc par rapport à ce que vous allez avoir dans l'outil de planification des mots-clés. Prenez pas forcément le CPC qu'on vous indique.
Nous, on est encore une fois conservateur, on a un CPC un peu plus élevé, parce que si c'est un nouvel annonceur, typiquement, il aura un CPC plus élevé qu'un annonceur un peu plus historique. D'accord? Donc, prenez pas tout ce que vous trouvez sur l'outil de planification de mots-clés comme étant ultra fiable. Bon, voilà. Et sur la partie closing. Ah, excuse-moi, je t'avais pas vu. Vous parlez d'être conservateur sur les CPC? Ouais. C'était d'ordre de combien de pourcents? Moi, je les augmente au moins de 20%. 20%, et surtout au moment où on présente du coup tous les petits calculs qu'on a fait. Évidemment, on va dire, donc je suis conservateur sur les CPC. C'est ultra fiable parce que ça dépendra de vos niveaux de qualité, de la qualité de votre landing page, etc. Sur le taux de conversion, j'ai pris votre taux de conversion moyen que j'ai augmenté de 50% parce que sur du paid search, on va aller prendre des requêtes sur lesquelles vous êtes un peu moins pertinent qu'en SEO. Donc tout ça, évidemment, on l'explique à notre annonceur et il comprend, mais la logique, elle est là. Je passe sur les trucs. Donc, comme je vous ai dit, sur le pricing, c'est basé sur une étude. C'est un truc qui m'a paru complètement bidon la première fois que je l'ai vu, mais je ne sais plus quel institut a fait une étude très poussée sur la méthodologie du pricing. Okay, donc, je vais vous poser les questions. Donc, on va dans un bar et il y a deux bières qui existent, en bouteille ou en pression. À votre avis, laquelle se vend le plus ici? Pression. Bien vu, la pression se vend plus, pourtant elle est plus chère. Autre chose, je suis encore dans un bar. Si c'est la pinte à 2,50, c'est pas très cher d'ailleurs. Donc ici, j'ai trois bières différentes. À votre avis, sur les trois, laquelle se vend le plus? C'est la bouteille. Je continue la démo. Donc vous voyez que pourtant, la pinte se vendait mieux avant. D'accord? Donc on se dit, on rajoute une gamme entre les deux, une gamme en dessous. Pourquoi est-ce qu'elle se vendrait moins? Autre exemple, j'ai encore 3 niveaux, mais avec une pinte qui est plus chère. D'accord? Donc j'ai fait sauter la canette, l'offre du bas, j'ai rajouté une offre produit, on va dire premium, au-dessus. À votre avis, laquelle se vend le plus? Celle du milieu? Et ouais. C'est tout bête, mais c'est toujours et c'est avéré, je n'ai pas mis la source, je ne l'ai pas retrouvée, mais c'est toujours l'offre, le pricing du milieu qui est le plus sélectionné. Essayez de regarder toutes les startups en SaaS qui vendent des logiciels avec 3 offres de pricing. Il y a toujours 3 pricing. C'est systématique. Pourquoi? Parce que quand on fait 3 pricing, on sait que c'est le pricing du milieu qui va mieux fonctionner. Regardez la plupart des sites de e-commerce, quand ils vont vendre 3 produits, donc avec 3 catégories ou 3 niveaux de gamme, c'est toujours le produit du milieu qui va se vendre le plus. Et du coup, nous, quand on fait des présentations commerciales avec des propositions, on va toujours faire 3 offres parce que dans 80% des cas, c'est l'offre du milieu qui va être sélectionnée. Okay? Donc, encore une fois, c'est tout bête, ce n'est pas de la science exacte, mais dans 80% des cas, ça fonctionne. Donc, pensez à bien segmenter vos offres en 3 et surtout, ne faites pas 3 offres avec le même levier, mais un nombre de clics différents. Faites des dispositifs plus ou moins malins et vous verrez l'annonceur ce qu'il va sélectionner. Donc, à la fin de mon rendez-vous, j'ai fait super introduction, un super questioning. J'ai réfléchi à une stratégie qui est assez smart, on en a discuté, on est assez chaud pour avancer. À la fin, on va résumer ce rendez-vous, on va lui envoyer un mail récap, d'accord? Tout bête, mais un sales sur 2 oublie de faire cette étape et du coup, au moment où il reprend contact avec l'annonceur, il dit « Ah non, je ne pense pas qu'on s'était dit ça ». Alors que s'il y a un mail récap et qu'il a confirmé « Ok, c'est bon pour moi », on part vraiment sur un engagement ferme. Il y a, en psychologie, il y a un truc qui est assez fort, c'est qu'à partir du moment où on a dit quelque chose, on a affirmé quelque chose, et que c'est possible de le retrouver, on ne va jamais ou très rarement revenir sur notre décision. C'est une question d'ego en fait. Et c'est pour ça que dans l'univers de l'entreprise, on a toujours fait des comptes rendus
où chacun valide le compte-rendu à la fin de la réunion, parce que du coup, si tu as pris une décision, tu ne peux pas revenir dessus après. Donc nous, c'est ce qu'on fait systématiquement avec les annonceurs qu'on rencontre. Ok, donc on est d'accord qu'on s'est dit ça, on valide le truc, on se l'envoie à l'un l'autre, et du coup, au rendez-vous d'après, on a une base qui est extrêmement saine. Et on ne passe pas le deuxième rendez-vous à revalider la moitié des trucs qu'on s'était dit avant. Ok ? Encore une fois, psychologie limite de comptoir, mais ça fonctionne réellement. Et pour garder un annonceur engagé jusqu'au moment où il va lancer ses campagnes et je vais enfin pouvoir toucher mes frais de gestion, on va lui donner des devoirs, d'accord ? Donc, on va le faire bosser sur la sélection des mots-clés. Nous, c'est un truc qu'on fait beaucoup vu qu'on travaille en direct avec les annonceurs. Ok, on va organiser un workshop avec son équipe, les sales qui connaissent bien les clients potentiels, l'équipe marketing. On va réfléchir à toute la sémantique de mots-clés sur laquelle on peut se positionner. Après, nous, on va faire une étude, voir le volume de recherche, etc. Tout ça, ça nous permet de rester à l'esprit de l'annonceur jusqu'à ce qu'il se lance. Je précise que nous, quand on travaille en direct avec les annonceurs, on ne signe pas de contrat. D'accord ? Donc, on peut passer des mois avec lui et en fait, il peut nous dire finalement, je ne me lance pas. Ou après une semaine, arrêter ses campagnes. Du coup, on met en place beaucoup de choses pour verrouiller un annonceur et s'assurer qu'il respecte du coup, le gentleman's agreement qu'on a fait avec lui. Donc, il y a pas mal de tips comme ça qu'on utilise. On va bosser avec lui sur le tracking. Du coup, ça, on essaie de le faire vraiment en amont. Déjà, le tracking, ça peut prendre beaucoup de temps et ça permet aussi de valider des étapes intermédiaires. Ok, du coup, on va mesurer les ventes de ton e-commerce, mais on peut peut-être mesurer aussi les mises au panier ou les inscriptions à la newsletter. On va se fixer des micro-conversions qui permettront au traffic manager de bosser un peu plus facilement derrière. Et comme ça, on reste à l'esprit de l'annonceur. On va parler de créa. Gardez en tête que les bannières, généralement, en plus, on leur demande une douzaine de bannières différentes en display. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps et ça peut vraiment être décisif dans la performance d'une campagne. Donc, on va bosser avec eux dès le début sur les bons formats. On va leur donner les bonnes pratiques. Ils vont nous faire un premier batch. On va dire, ouais, je change ça, essaie de faire une version alternative. Comme ça, on fera de l'A/B testing. Ah, mais tu ne sais pas ce que c'est de l'A/B testing. Et du coup, on va placer Google Optimize derrière. Donc, on va vraiment essayer de l'accompagner sur toute la périphérie autour d'AdWords pour s'assurer que le moment où on veut lancer notre campagne, tout soit prêt. Et du coup, l'annonceur, dans sa tête, c'est resté frais. Il continue à avancer sur le projet et du coup, il sera beaucoup plus enclin à lancer ses campagnes. Voilà, facturation, ce genre de choses. OK ? Donc voilà, c'est les différentes étapes. J'ai envie de finir avec juste cette slide très simple. Enfin, les trucs qu'on voit depuis 30 ans dans le monde des sales, c'est le client a toujours raison, etc. C'est complètement faux. En fait, c'est pour ça qu'on existe, nous, en tant qu'agence ou en tant que régie chez Google, en tant que consultant. Le client, il ne sait pas tout ce qu'il veut faire et c'est pour ça qu'il paye des gens pour le consulter. Donc, il faut vraiment challenger ce client. Tout ce qu'on a vu au fur et à mesure de cette journée, c'est comment montrer notre expertise, comment montrer à l'annonceur qu'il ne sait pas tout. Et un annonceur, s'il est prêt à payer quelqu'un d'externe pour faire un truc qu'il pourrait faire lui-même, c'est parce qu'il est conscient qu'il ne sait pas tout. Donc à toutes les étapes de votre processus commercial, sourcing inbound, sourcing de lead et les 4 étapes du pitch, gardez en tête que c'est à vous d'enseigner des choses à votre annonceur. On n'est pas là pour l'avoir, d'accord ? On est là pour montrer qu'on lui apporte quelque chose et du coup on se doit d'en savoir plus que lui. Donc justifier nos frais de consulting, quoi. Ça marche ? Et on a fini cette journée. OK ? Donc, merci à tous. Est-ce que vous avez des questions sur, si vous arrivez à vous souvenir de tout ce qu'on a vu, est-ce que vous avez des questions sur les différentes étapes, sur les ateliers, où se trouvent les toilettes, je ne sais pas. Tout est clair ? OK. Merci pour... Vas-y. Ouais. Attends. Je t'entends pas. Allô ? Yes. Sur le moteur de recherche Google Partners, est-ce que tu as une visibilité du nombre de recherches qu'il y a Aucune. Du trafic, ok. Aucune. C'est une question que m'ont posé à peu près l'intégralité des agences qui sont Google Partners. Donc, j'ai pas cette info-là. Je sais qu'il y a une réflexion en cours pour changer
ce moteur de recherche ou pour donner plus de transparence aux agences sur quel est l'intérêt d'être présent là-dessus. Parce qu'au final, c'est une question que tout le monde se pose à juste titre. On est en train de, enfin c'est pas moi hein, pour le coup, c'est pas mon job, mais je sais qu'on est en train de penser à toute la façon dont l'écosystème Partners vous aide en partie sur le nombre de leads. Et c'est une réflexion qui va mener à quelque chose. Mais pour le coup, j'en sais rien. Je sais juste qu'il y a un truc qui est en cours parce que, ta question, tout le monde me l'a posée. Yes. Donc désolé, j'ai pas la réponse. Bah pas de souci, mais je m'attendais à ce que tu me dises ça, mais au moins j'ai Non, posé la mais question. il faut poser la question. Et une dernière chose, vu que c'est toi qui es le lead sur Academy for Ads, c'est quoi les grandes étapes pour Academy for Ads dans les prochains mois? Alors, Academy for Ads, c'est la partie online où tu fais tous tes cours en ligne. Moi, je bosse pas là-dessus, je bosse sur la Online Academy, c'est les live streams qu'on fait sur YouTube. Donc, le prochain est mardi sur Google Optimize. Donc, je vous invite à vous inscrire. On envoie un mail une fois par mois à toutes les agences premiers. Et l'avantage, c'est que vous pouvez interagir avec nos traîneurs. On est 3. Et du coup, on essaie de faire pas que AdWords, pas que du mobile, parce qu'on sait que niveau contenu, on a été un peu redondant, pas cette année depuis que je suis sur le truc, mais surtout avant. Mais en gros, ouais, n'hésitez pas à nous challenger durant les live streams et surtout à nous dire ce qui vous intéresse. Parce que notre principal indicateur de performance sur la Online Academy, c'est est-ce qu'on vous apporte quelque chose. Okay, donc c'est vraiment dans cette démarche-là qu'on est. Donc n'hésitez pas à nous faire vos feedbacks, à vous inscrire sur la Online Academy. J'ai toujours pas répondu à tes questions hein, en fait, mais tu vois, t'en as encore ou pas des questions? Demande à la régie, il n'est pas moi. Si tu veux poser une question, sinon je vais être obligé de Ouais. Ma question est la suivante. En fait, est-ce qu'il existe une répartition théorique dans un monde parfait entre les leads qui proviendraient de l'inbound versus de l'outbound? Les leads, pardon, en provenance de l'inbound versus de l'outbound. Dans un modèle où on se dit qu'on fait à peu près tout. En fait, quand on voyait l'étude de HubSpot au début, on a vu qu'il y avait plus de leads en outbound qui généraient des ventes, mais que ces leads-là coûtaient plus cher que l'inbound. Du coup, j'ai l'impression que c'est 1/3 d'inbound, 2/3 d'outbound. Nous, sur nos équipes, on a tout essayé. On a essayé 100% d'inbound et 100% de self-prospection. On n'a pas trouvé le ratio parfait. Donc, ça dépendra d'une part de ton équipe sales. Est-ce que c'est des gars qui aiment bien aller chercher des annonceurs, qui aiment bien faire des quick wins parce qu'ils ont vu un affichage dans le métro et que ça excite de regarder les pubs sur Énergie 12 pour trouver des annonceurs? Ou au contraire, est-ce que tu as plutôt une équipe qui va recevoir des leads en grand volume tous les jours, qui ont été un peu préchauffés du coup via vos landings et qui vont les rappeler directement? Ça dépend, même nous, entre les différentes strates, entre la partie PME, la partie juste au-dessus, ils n'ont pas les mêmes logiques. Donc inbound, j'ai envie de te dire le maximum parce que c'est ceux qui coûtent moins cher. Et outbound pour garder les sales ultra motivés. Et souvent, tu as un cycle de décision qui va être très court en outbound. Donc ça permet de raccourcir le truc. Je reprends le truc. Vous n'avez pas d'autres questions? Ok, bah merci à tous. Vous allez recevoir un mail qui vous demandera si vous avez été satisfait de cet événement, ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. Je vous invite à le remplir pour plusieurs raisons. Déjà, comme ça on sera content. On prendra vraiment en compte vos feedbacks parce que c'est le premier événement qu'on fait comme ça. Et en troisième point, c'est comme ça que vous recevrez la présentation avec tous les tips. Donc vous le recevrez, je pense, demain.